toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver, bienvenue dans le 7-9. Nous serons ensemble durant 2 heures d'infos. On parlera notamment économie, sport, people, il y aura aussi la revue de presse, mais tout de suite le journal, voici les titres. En Tunisie, la contestation ne retombe pas. Hier, le Premier ministre par intérim, Mohamed Ranouchi, a présenté sa démission. Il est remplacé par Beji Caïd Essebsi. La pression s'accentue sur Mouammar Kadhafi, 13e jour de révolte en Libye. L'insurrection contrôle l'est du pays. Situation confuse autour de Tripoli. Au Maroc, la reconduction de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne en vigueur depuis mars 2007. Il est donc reconduit jusqu'en 2015. Dans l'actualité ce matin, donc, un nouveau Premier ministre en Tunisie, Mohamed Ranouchi, a annoncé hier sa démission. Les manifestants réclamaient son départ depuis plusieurs jours. Son successeur, Beji Caïd Essebsi. Laura Spring. Une fois encore, la rue tunisienne a obtenu ce qu'elle voulait depuis des semaines, le départ du Premier ministre Mohamed Ranouchi. Après 48 heures de contestation et de violence qui ont fait au moins 5 morts, ce dernier survivant du régime Ben Ali dépose les armes, refusant d'être le Premier ministre de la répression. J'ai décidé de démissionner de mon poste de Premier ministre, mais je ne fuis pas mes responsabilités. Son remplaçant, Beji Caïd Essebsi, une surprise pour la puissante centrale syndicale tunisienne qui regrette une nomination rapide et sans consultation. Dans l'intérêt de la Tunisie de fonctionner avec toutes ses institutions, j'ai demandé à Beji Caïd Essebsi de devenir Premier ministre. Le président par intérim décrit Caïd Essebsi comme un homme patriotique et fidèle. Cet avocat de formation, réputé pour être un libéral, aura la délicate tâche de mener le pays jusqu'aux élections. Car le peuple tunisien, l'opposition, tous attendent de ce nouveau gouvernement transitoire une entente avec toutes les forces politiques dans le pays, mais surtout une ère de démocratie après les 23 ans de règne sans partage de Ben Ali. Nous attendions la démission de Ranouchi, c'est pour cette raison que nous manifestions. Nous voulions la démission de tout le monde. Nous voulons choisir notre gouvernement. Un choix que le peuple tunisien pourra faire d'ici quelques mois. En effet, lors de son discours de démission, Mohamed Ranouchi a réitéré la promesse du gouvernement de transition d'organiser des élections avant le 15 juillet prochain. En Libye, la pression s'accentue sur Mouammar Kadhafi, 13e jour de contestation dans le pays. L'insurrection contrôle l'Est. La situation est en revanche plus confuse autour de Tripoli. Un conseil national indépendant a été mis sur pied par l'opposition. Il doit représenter politiquement les partis du pays sous le contrôle des contestataires. Mouammar Kadhafi, lui, continue de nier les violences dans le pays. Dans une déclaration exclusive hier accordée à une chaîne de télévision serbe, il a déclaré que la Libye était complètement calme. Selon le colonel, le peuple libyen se tient totalement derrière lui. Et en le disant, en Libye, un conseil national indépendant a donc été mis sur pied par l'opposition. Il doit représenter la face politique du mouvement révolutionnaire. Un conseil situé à Benghazi, le berceau de la contestation. Pierre Leduf. Mouammar Kadhafi utilise ses dernières cartouches. Pour calmer les revendications de son peuple, il a promis l'équivalent de 300 € à chaque famille, ce qui explique cette affluence record dans les banques. Il faut dire que l'étau se resserre autour du colonel. Seul Tripoli, Sirte et quelques villes de l'Ouest sont toujours sous son contrôle. Dimanche, un conseil national de transition a été créé par les dirigeants de la contestation. Parmi eux, Mustafa Abdel-Jalil, l'ancien ministre de la Justice, et président du conseil de la ville d'Al-Baïda. C'est une révolution du peuple inspirée par la jeunesse, soutenue par le peuple contre l'oppression et contre un dictateur qui a dirigé seul la Libye avec une attitude vengeresse et sanguinaire. Nous annonçons maintenant au monde que nous avons l'intention de construire une nation démocratique avec des institutions qui respectent les traités internationaux. Le Conseil se veut la face politique du mouvement révolutionnaire. Des militaires ont aussi rejoint les insurgés dans plusieurs endroits. Pour l'instant, on ne connaît pas encore leurs véritables intentions. Nous sommes un pays uni. Kadhafi fait de son mieux pour diviser le pays, mais il n'y a pas d'ouest, de sud, d'est. Nous sommes sous un seul drapeau et ce drapeau est pour une Libye unie.
Il y a un drapeau. Nous sommes un peuple. Il n'y a pas de tribu. Ce conseil à peine créé, les États-Unis se sont dit prêts à fournir toute forme d'aide à l'opposition libyenne. Plusieurs villes de l'Ouest viennent de tomber entre les mains de la population. Des comités révolutionnaires ont été créés. Ils se sont aussitôt rangés sous l'autorité du Conseil national. Et Mouammar Kadhafi doit partir. États-Unis, France, Grande-Bretagne sont unanimes. L'Union européenne a salué l'adoption samedi par le Conseil de sécurité de l'ONU de sanctions contre la Libye. Elle vise le dirigeant libyen et sa famille qui sont désormais interdits de voyager. Parmi ces sanctions également, un embargo sur la vente d'armes à la Libye et une saisine possible de la CPI pour crimes contre l'humanité. Écoutez le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les actions menées par le régime libyen constituent sans aucun doute une violation des normes de gouvernance internationale, ainsi qu'une grave transgression des droits de l'homme. La résolution que nous venons de voter est ferme. De telles violations des droits humains ne seront pas tolérées et les responsables de ces crimes graves devront en répondre. Et face au chaos, l'évacuation des ressortissants étrangers se poursuit. Près de 100 000 personnes ont déjà fui la Libye, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Des Égyptiens et des Tunisiens pour la plupart. Le HCR parle d'une véritable crise humanitaire et appelle à l'aide internationale. Et parmi les réfugiés, des Marocains, ils sont près de 120 000 à résider en Libye. 220 d'entre eux sont arrivés hier à l'aéroport de Tunis-Carthage en provenance de Tripoli. Un vol spécial assuré par la RAM samedi. Des images de Fatih Al-Fali, récit Pierre Leduc. Samedi après-midi, aéroport de Carthage en Tunisie. Un groupe d'environ 200 Marocains résidant en Libye est arrivé de Tripoli par un vol spécial assuré par la Royal Air Maroc. Pour eux, c'est un grand soulagement d'avoir quitté le pays en proie à une répression sanglante. Ils nous racontent ce qu'ils ont vécu. Je ne peux pas vous exprimer tout ce qu'on a vécu ici. C'était vraiment l'enfer. Ils ne nous traitaient pas comme des êtres humains. On a été maltraités par des éléments armés. On a été affamés jusqu'à notre arrivée ici en Tunisie. On a été bien accueillis. Et apparemment, on va être rapatriés demain. Il y a eu quelques-uns de nos frères libyens qui nous ont aidés. Je suis venu de Zouara. Nous autres Marocains, nous sommes plutôt appréciés là-bas. Quand on disait qu'on était Marocains, on nous laissait passer. Personnellement, je n'ai passé aucun checkpoint. Leur rapatriement au Maroc s'effectue petit à petit selon les sièges disponibles. L'avion affrété par la RAM est retourné à Tripoli pour aller chercher d'autres ressortissants marocains. Ils sont en tout 120 000 à vivre et travailler en Libye. La Tunisie et l'Égypte connaissent actuellement un afflux massif des résidents étrangers fuyant le pays. Au Proche-Orient, un nouvel incident meurtrier à Gaza. Un Palestinien aurait été tué hier soir par un tir de l'armée israélienne. Il visait un groupe d'activistes à l'est de Gaza City. La porte-parole de l'armée israélienne a cependant démenti toute attaque. Ces derniers jours, les tensions s'intensifient dans l'enclave palestinienne. Les tirs de roquettes et d'obus de mortier palestiniens en direction d'Israël s'accentuent. Les raids de représailles de l'armée israélienne également. Le sultanat d'Oman également touché par les violences. Hier, la police a tiré des balles en caoutchouc sur des manifestants dans la ville de Sohar, au nord de la capitale Mascate. 6 personnes auraient été tuées, plusieurs autres auraient été blessées. L'armée a été déployée pour rétablir l'ordre. Ce sont les premières manifestations de ce genre dans le pays voisin de l'Arabie Saoudite et du Yémen. Les protestataires ne réclament pas la chute du régime, mais un changement de gouvernement. Parmi les revendications, l'emploi, la hausse des salaires et des mesures de lutte contre la corruption. Au Maroc, la reconduction de l'accord de pêche entre Rabat et l'Union européenne en vigueur depuis mars 2007. Il est donc reconduit jusqu'en 2015, un accord qui constitue le socle de la relation entre le Royaume et l'UE dans le secteur de la pêche. Taoufik Kanesri.
Il est considéré comme une des clés de voûte de la relation entre l'Union européenne et le Maroc, l'accord de pêche. En vigueur depuis 2007, il vient d'être reconduit pour 4 ans jusqu'en 2015. Selon un communiqué du ministère de la Pêche maritime, les deux parties ont paraphé à Rabat le nouveau protocole de pêche lié à l'accord. Ils ont établi entre autres les principes, les règles et les procédures régissant la coopération économique, financière, technique et scientifique. Le Maroc et l'Union européenne ont également défini les conditions d'accès des navires communautaires aux zones de pêche marocaines, les modalités de contrôle, ainsi que les partenariats entre les entreprises. Pour le ministère de la Pêche maritime, cette reconduction témoigne de l'intérêt des deux parties à disposer d'un cadre de coopération dans le domaine halieutique sur la base d'objectifs convergents de préservation de la ressource halieutique et la durabilité de son exploitation. En effet, le Maroc voit grand. Selon le ministère de la Pêche maritime, le Royaume dispose aujourd'hui d'une vision claire de sa stratégie, une stratégie visant une pêche durable et compétitive, valorisant le patrimoine halieutique marocain. L'objectif est de faire du secteur un véritable moteur de croissance de l'économie marocaine, avec une augmentation significative du PIB sectoriel d'ici à 2020. Le partenariat Rabat-Washington plus que jamais prioritaire, déclaration du sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, William Burns, était en visite hier au Maroc aux côtés du chef de la diplomatie marocaine. Il a assuré que le Royaume constituait un modèle de réforme et de démocratisation dans la région. L'occasion également pour le responsable américain de revenir sur la proposition marocaine d'autonomie du Sahara. On l'écoute. Well, the United States continues to believe that proposal is a serious and credible plan. La conviction des Nations Unies est toujours que la proposition du Maroc est une proposition sérieuse et crédible. And the United States continues to support. Et les États-Unis continuent à apporter leur soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son représentant pour trouver une solution mutuellement acceptable et paisible. En France, le ricochet attendu de la crise dans le monde arabe sur le gouvernement sans surprise. Nicolas Sarkozy en personne a annoncé hier un remaniement ministériel. Alain Juppé remplace donc aux affaires étrangères la très controversée Michèle Alliot-Marie. Gérard Longuet prend le poste de ministre de la Défense. Claude Guéant passe à l'Intérieur. Brice Hortefeux, lui, n'est plus ministre. Lors de son allocution, le président français a justifié ce remaniement par les bouleversements dans le monde arabe. Il a également insisté sur le thème de la sécurité, mettant en garde contre les flux migratoires, conséquence des tragédies dans les pays en révolte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure à présent d'aller dire bonjour à l'un de nos correspondants. Et nous allons ce matin à Marrakech. Alal Chahabi, bonjour. Bonjour Solène. Une exposition pour commencer, elle a donc lieu à Marrakech et elle présente ses avancées scientifiques réalisées au cœur du monde arabe. Alal. Tout à fait. Les connaisseurs de la civilisation arabo-musulmane savent que la science et l'esprit de recherche étaient bien avancés. Les descendants de Sibawayh brillaient entre le 8e et le 15e siècle. Pour éclairer plus ce sujet, l'Institut français de Marrakech, en collaboration avec le Centre français de culture et de coopération de l'ambassade de France au Caire, organise une exposition interactive bilingue qui propose au public de découvrir les avancées scientifiques réalisées lors de cette époque des pays d'Orient à ceux d'Asie et d'Europe. Et les particuliers autour d'outils numériques et propose un parcours ludique et expérimental autour de cette action. Observer, mesurer, calculer, expérimenter, soigner, construire et transmettre. Exposition donc qui a commencé du 25 et qui durera jusqu'au 11 mars à l'Institut français de Marrakech. Alors Alal, vous allez maintenant nous parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, la protection de l'environnement.
Exactement. Oui, apparemment, seuls les quartiers chics, les principaux boulevards et les lieux touristiques qui sont propres et bien soignés, malheureusement. Mais le reste est un peu plongé dans l'oubliette, s'il vous plaît. En fait, protéger la nature et protéger notre environnement, c'est respecter ce qui nous entoure et particulièrement la nature en prenant soin des plantes et des animaux puisqu'ils nous partagent le globe. C'est aussi ne pas laisser la nature abîmer après son passage. C'est également limiter la pollution de l'air par les gaz d'échappement et éviter le gaspillage de l'eau courante. D'ailleurs, il y en a presque plus. C'est respecter son entourage et ses voisins en limitant au maximum les nuisances liées au bruit pour ne pas les déranger, le fameux dajij. Apprendre à jeter et à trier les déchets de tous les jours dans les poubelles particulières. Tout le monde doit en fait agir et se sentir concerné par ce problème, premièrement, et finalement imposer une culture de protection de l'environnement et la vie sur Terre. Halal Shahabi, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une très bonne journée du côté de Marrakech. Une courte pause, restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec la revue de presse de Naïma Mouadina tout de suite.